Les États-Unis ont annoncé hier une nouvelle salve de sanctions contre le Venezuela. Ces sanctions visent 16 proches du président Nicolás Maduro, accusé de vouloir s'accrocher au pouvoir malgré sa défaite, selon Washington, à la présidentielle du 28 juillet. Un scrutin controversé qui provoque de nombreuses réactions internationales. Et pourtant, Nicolás Maduro semble aujourd'hui indéboulonnable. Bonsoir Jean-Louis Martin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au programme Amérique, Centre Énergie et Climat de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. Alors d'abord Jean-Louis Martin, expliquez-nous qui sont les 16 proches de Nicolás Maduro, aujourd'hui visés par de nouvelles sanctions américaines. Alors, il y a des politiques, quelques militaires. Une des personnalités marquantes, par exemple, c'est quelqu'un qui s'appelle Diosdado Cabello, qui est le ministre de l'Intérieur, qui a été, je crois, vice-président à une époque. C'est quelqu'un de très proche de Maduro. Et aujourd'hui, c'est celui qui a la main sur l'appareil répressif du gouvernement vénézuélien en particulier. Alors lui, ça fait sens, mais pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas tout simplement sanctionné Nicolás Maduro, le président qui aujourd'hui se maintient au pouvoir par la force? En tout cas, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne reconnaissent pas les résultats de la présidentielle du 28 juillet. Bon, de toute façon, ces sanctions personnelles ne sont pas tout. Il y a aussi des sanctions économiques globales contre le pays. Certains, d'ailleurs, contestent l'efficacité de ces sanctions en expliquant que il affecte beaucoup plus la population vénézuélienne que par des pénuries, par des surcoûts dans les produits de base, que la classe ou la caste dirigeante qui, elle, continue à vivre tout à fait confortablement. La difficulté des sanctions individuelles, c'est que en fait, il faudrait cibler plusieurs centaines et peut-être même quelques milliers de personnes, parce qu'il y a un groupe relativement étendu, soit vraiment efficace, autour de Maduro qui profite de la situation. Alors évidemment, c'est compliqué et c'est plus simple, par exemple, de mettre un embargo sur le pétrole vénézuélien, mais ça n'affecte pas réellement la vie de ces gens qui actuellement tiennent le pays. Alors les États-Unis contestent les résultats de cette présidentielle au Venezuela, l'Union européenne aussi, puis plusieurs pays d'Amérique latine. Nicolás Maduro, il a encore des alliés aujourd'hui dans la région? Il en a deux. Un qui est insignifiant, c'est le Nicaragua, qui ne lui sert à rien. Et puis l'autre qui, par contre, est utile, c'est Cuba, et qui appuie en particulier l'appareil répressif vénézuélien. Sinon, les quelques pays qui pouvaient avoir des sympathies pour lui, et je pense au gouvernement de gauche en Amérique latine, pas tous, puisque déjà le président chilien Gabriel Boric a très clairement pris position contre lui. D'autres, comme Lula au Brésil ou López Obrador au Mexique, et puis Petro en Colombie, ont eu une position plus ambiguë et surtout plus prudente, en essayant de trouver une solution de sortie en douce de Maduro. Mais c'est assez compliqué, en fait, parce que même si ça me semble être une voie tout à fait raisonnable, sans doute plus que des sanctions, s'il ne s'agissait que d'évacuer Maduro lui-même, ce serait sans doute assez simple. Mais comme je vous disais, il y a tout un groupe de milliers de personnes autour de lui qui profitent du système et qui, en cas d'alternance politique, aurait certainement des ennuis dans le Venezuela d'après. Donc tout un groupe qui profite du système. On a quand même vu au lendemain de ces élections, de cette présidentielle du 28 juillet, la rue se lever. On a assisté à des grandes manifestations au Venezuela. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette colère populaire? Je crois que la colère reste la même, mais il y a peut-être deux choses qui arrêtent les manifestations. C'est d'une part la répression qui a été très violente, et puis le fait aussi, et là peut-être que j'imagine un peu plus, mais la population est fatiguée, c'est-à-dire que les gens se battent simplement pour avoir un repas décent par jour. Enfin, et on peut assez aisément imaginer que sa priorité, ce n'est pas de descendre dans la rue, c'est de survivre tout simplement.
Vous parliez de la répression très brutale. Quelle forme est-ce qu'elle a pris justement précisément cette répression? Elle a pris plusieurs formes, c'est-à-dire d'une part pendant les manifestations une répression physique très très brutale. Il y a eu des morts, des dizaines de morts. Par ailleurs, On parle aussi de milliers d'arrestations. Oui, des milliers d'arrestations. Et puis tout ce qui ressemble à une opposition, que ce soit pendant ou en dehors des manifestations, ont été arrêtés et certains ont disparu, tout simplement. On ne sait pas où ils sont. Effectivement, on assiste aujourd'hui au Venezuela à un véritable harcèlement, hein, on peut le dire, des opposants. On a un exemple très parlant. Le 2 septembre, un juge vénézuélien a justement émis un mandat d'arrêt contre le candidat de l'opposition et rival de Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, qui a depuis obtenu l'asile en Espagne. Et cet exil, il suscite, vous allez le voir, malgré tout, une certaine forme d'espoir chez ses soutiens. Je vous propose d'écouter ses réactions et on commente juste après. Edmundo va maintenant jouer un rôle très important dans la communauté internationale, en expliquant au monde tout ce qui s'est passé au Venezuela, sans avoir à se cacher, en le rendant public. L'Espagne est un pays véritablement démocratique, où le fait qu'Edmundo soit déjà arrivé est un point clé, un point d'espoir et un point d'aide humanitaire, non seulement pour lui, mais aussi pour le peuple vénézuélien et pour nous tous qui sommes ici. Jean-Louis Martin, vous êtes d'accord avec ce que disent ces Vénézuéliens? Finalement, cet exil forcé peut donner au combat de l'opposition vénézuélienne une dimension internationale? Je n'en suis pas sûr, bien que je crois que la plupart du monde extérieur respecte monsieur González. Je pense qu'il a bien fait de quitter le pays parce que je ne sais pas s'il sera très efficace comme opposant de l'extérieur, mais en tout cas l'alternative pour lui c'était sans doute assez rapidement d'être capturé et d'être enterré dans une prison vénézuélienne. Et c'est quand même un monsieur qui, je crois, a 74 ans. Après, il est quand même dans une position plus favorable que le précédent président revendiqué, Juan Guaidó, qui était le président du Sénat et qui s'était autoproclamé président suite à une élection contestée il y a quelques années. La différence, c'est que M. González jouit d'une légitimité beaucoup plus forte. C'est-à-dire tout le monde sait, y compris Nicolás Maduro, que c'est lui qui a gagné les élections. Donc, ça lui donne quand même un poids à l'extérieur que n'avait pas Juan Guaidó. Et pourtant, on voit, peut-être échaudé par l'expérience précédente, pas mal de pays à l'extérieur encore hésiter à reconnaître explicitement sa victoire. Alors en tout cas, en Espagne où il a trouvé l'asile, les parlementaires souhaitent que le Premier ministre Pedro Sánchez le reconnaisse les parlementaires, comme président et les parlementaires élu à l'unanimité. Du Venezuela. Le parti au pouvoir aussi a voté cette demande. Après, le gouvernement a certainement aussi d'autres contraintes en tête. Il y a encore des Espagnols au Venezuela, il y a des entreprises espagnoles actives au Venezuela. Ça n'est pas une rupture totale n'est pas une décision facile à prendre. Et puis, est-ce que c'est plus efficace? La Colombie a essayé, par exemple, depuis Uribe et Duque ensuite, de rompre complètement les relations avec le Venezuela. Ça n'a pas donné grand-chose de plus. Ça n'a pas donné grand-chose de plus. Qu'est-ce qui se passerait justement si l'Espagne reconnaissait officiellement cet opposant président élu du Venezuela? Ça fâcherait Nicolás Maduro, on imagine. Ça renforcerait effectivement son poids. Ça pourrait entraîner une décision de l'Union européenne sur le sujet. Ce serait probablement un pas dans le bon sens, mais un pas dans le bon sens, mais ça ne changerait rien au Venezuela. Exactement, parce que on ne voit pas d'où peut venir aujourd'hui une force susceptible de faire renoncer Nicolás Maduro. Je pense que personne n'envisage d'intervention armée. Les Américains y ont pensé dans le passé, mais je ne crois pas que ça arrivera. L'armée vénézuélienne est quand même choyée par le régime. Donc il y a eu quelques mouvements dans des casernes ces dernières années. Elles ont été tout de suite réprimées. Et là, on ne voit pas bien comment ça pourrait venir de là, même si
je ne suis pas en train de suggérer au capitaine vénézuélien de faire un coup d'État, mais c'est peut-être le seul endroit où il y a un risque pour le gouvernement actuel. La rue, je n'y crois pas, et les sanctions, ils peuvent résister assez longtemps. En fait, Nicolas Maduro et son camp et ses soutiens quadrillent l'ensemble du système politique, judiciaire, sécuritaire au Venezuela. Oui. Alors il y a quand même côté opposition, la chef de l'opposition qui justement n'avait pas pu se présenter à la présidentielle, María Corina Machado, qui elle a annoncé qu'elle restait au Venezuela pour, dit-elle, poursuivre la lutte. Quelle forme peut, selon vous, prendre la lutte de cette opposante qui, on le rappelle, n'a pas pu se présenter quand même à la présidentielle? C'est très courageux de sa part parce qu'elle risque personnellement en gros. Je ne sais pas ce qu'elle peut soulever, c'est-à-dire la rue, comme je vous ai dit, je n'y crois plus. Les militaires ne bougeront pas. Qui d'autre, je ne sais pas. Cela dit, c'est sans doute une solution assez positive qui est à la fois un opposant à l'extérieur qui rassemble des forces et des appuis, surtout des appuis pour un changement de régime, pendant qu'elle continue à manifester une présence de cette opposition au Venezuela. María Corina Machado, aux dernières nouvelles, elle disait devoir se cacher, craindre pour sa vie. Certainement. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle bénéficie d'une protection d'autres pays? Je ne sais pas. Il y a des réfugiés dans certaines ambassades latino-américaines. Il y en a par exemple à l'ambassade d'Argentine. Il y a eu une rupture des relations diplomatiques avec l'Argentine, donc c'est le Brésil qui a pris en charge les intérêts argentins au Venezuela. Ces derniers jours, la presse espagnole annonçait que l'ambassade argentine était encerclée par des forces de police vénézuéliennes. Je ne sais pas où ça peut s'arrêter. On a vu il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, que l'inviolabilité des ambassades est une notion qui peut être relative en Amérique latine. Vous vous rappelez peut-être cet incident en Équateur où le gouvernement équatorien a envoyé la troupe dans l'ambassade du Mexique pour se saisir d'un opposant qui était réfugié. Ça ne me paraît pas, là encore je suis pas en train d'encourager qui que ce soit, mais ça me paraît pas complètement exclu dans le cas vénézuélien, puisque je pense que Maduro n'a plus vraiment de souci d'image vis-à-vis de l'extérieur. Donc maintenant tous les coups sont permis. Une opposition harcelée, muselée. Qu'en est-il de la société civile aujourd'hui vénézuélienne? Est-ce qu'elle a un espace pour s'exprimer? Est-ce que les réseaux sociaux permettent, comme on le voit dans d'autres pays, à cette société civile, malgré tout, de résister d'une certaine façon? Oui, mais ce que je crains, on n'en a pas parlé du tout, alors que c'est tout à fait central, c'est que la société civile va principalement résister avec ses pieds. C'est-à-dire que je crains qu'on assiste dans les prochains mois à l'émergence d'une nouvelle vague d'émigration. Je ne sais pas, 1,5 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Et c'est par exemple ce qui explique qu'un Petro en Colombie, même s'il a pu avoir un moment des sympathies pour un régime de gauche vénézuélien, il a déjà 3 millions de Vénézuéliens sur les bras, il n'a pas envie d'en avoir 2 de plus. Ces Vénézuéliens, ils se répartissent en général dans quel pays lorsqu'ils décident de s'exiler? Le plus gros est en Colombie. Je crois qu'on estime, le HCR estime qu'il y en a à peu près entre 7,5 et 8 millions aujourd'hui, dont 3 en Colombie, 1,5 million au Pérou, et puis peut-être 500 000 en Équateur, 500 000 aux États-Unis aussi. À Miami, il y en a beaucoup qui sont arrivés. C'est les 4 principaux. Le reste de l'Amérique latine, au Chili, au Brésil, en Argentine, il y en a un peu, mais des montants des quantités bien moindres. Le gros, c'est d'abord en Colombie et ensuite au Pérou. Et on sait que le Venezuela n'est pas le seul pays d'émigration dans la région. On imagine que ça doit poser certains problèmes. En tout cas, si ces flux migratoires sont massifs, ça peut poser certains problèmes aux voisins du Venezuela. Alors, les voisins ont assez bien réagi. C'est-à-dire que la plupart... Alors, c'est peut-être aussi parce que c'était des réfugiés qui fuyaient un régime de gauche. Mais par exemple, le Brésil de Bolsonaro ou la Colombie d'Ivan Duque, qui étaient donc des gouvernements de droite,
ont plutôt bien accueilli ces réfugiés vénézuéliens. Par exemple, en Colombie, Duque leur a accordé assez vite certains droits sociaux. Le seul pays où il y a eu un rejet politique plus marqué, ça a été au Chili. Pas du pouvoir chilien, mais de l'opposition de droite dure, qui est la seule, je crois, dans la région à avoir parlé d'expulsion manu militari des réfugiés, des exilés vénézuéliens. Vénézuéliens qui sont donc renvoyés par les autorités chiliennes au Venezuela. Non, ça c'est pas fait, mais ça a été une proposition de l'extrême droite chilienne. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Louis Martin d'avoir répondu à nos questions. Chercheur associé au programme Amérique, Centre Énergie et Climat de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. Merci beaucoup. Merci. À vous.